Deuxième enjeu, maintenant qu'on est passé en monomatériaux plastiques, l'enjeu cette fois, ça va être donc de faire en sorte que l'emballage devienne carrément en mono-résine, utilise qu'un seul type de résine plastique, et également que les éléments qui lui sont associés, donc les bouchons, les autres systèmes de fermeture ou encore étiquettes, ne viennent pas perturber le recyclage du corps de l'emballage, de l'élément principal. Nous allons l'illustrer cette fois-ci par la fameuse barquette et son opercule. Si on retrouve les étapes clés en centre de tri, en fait, qu'est-ce qui se passe pour ces emballages qui sont constitués de plusieurs résines plastiques ? Alors parfois, ça va être des résines qui sont mélangées entre elles dans la masse, ou parfois on va avoir un système de multicouches. Et typiquement, dans le cas du multicouche, en fonction du côté sur lequel tombe l'emballage sur le tapis en centre de tri, le tri optique va lire une résine ou l'autre et donc orienter l'emballage dans un flux ou dans un autre, ce qui peut poser des problèmes. Donc voilà pour le cas des multicouches. En plus, par-dessus, on a souvent donc un opercule, et l'opercule lui-même peut être composé de différentes résines plastiques plus ou moins complexes et qui rajoutent des difficultés à l'identification de l'emballage, du matériau de l'emballage. Enfin, pour ce qui est des emballages en PVC, il y a eu des bouteilles en PVC, il y en a de moins en moins. On a aussi des barquettes en PVC. Le tri optique sait les reconnaître, mais l'homme ne sait pas les reconnaître parce qu'à l'œil, ça se ressemble furieusement. Et vu les cadences qu'il y a en centre de tri, ça se ressemble vraiment. Donc là, pareil, il va y avoir un risque de mauvaise orientation, notamment au tri manuel. Et puis finalement, souvent, le geste de tri qui est effectué par les opérateurs, ça va être de systématiquement prendre la barquette de jambon, par exemple, et l'orienter vers le refus, en cas qu'il y aurait du PVC dedans. Voilà. Au niveau du recyclage, pour les emballages multi-résine, là cette fois ça va être vraiment l'étape clé, je dirais, c'est l'étape de flottaison. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule. On va séparer les différentes résines selon leur densité, et si deux résines pas compatibles au recyclage ont la même densité, ça va poser des difficultés au recyclage. Je vais un peu vite parce que on est un peu pris par le temps, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur tous ces éléments au moment des forums. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis longtemps. On l'avait investigué dès 2013 dans les premiers appels à projets. En particulier, le fait de supprimer le PVC des emballages. Ça, c'était vraiment le premier axe de travail pour Éco-Emballage à l'époque, sur ces produits emblématiques. Donc le jambon, par exemple, ou les barquettes de viande, supprimer le PVC. Et deuxième axe de travail à ce moment-là également, faire en sorte que les emballages en plusieurs résines tendent vers du monorésine. C'est le cas par exemple de l'Erdammer qui était un multicouche avec du PET et du PE qui ne sont pas compatibles entre elles au recyclage. Et l'Erdammer a réussi, donc le groupe Bell a réussi à passer à une barquette et son opercule en 100% PET, ce qui est une très belle réussite de leur part. Le travail a continué donc, depuis 2015 sur ce sujet-là, donc à la fois supprimer le PVC dans les emballages, mais faire en sorte aussi que les opercules des barquettes de jambon ne viennent pas perturber le recyclage des emballages, de la barquette rigide. Donc on va commencer ce deuxième enjeu par la présentation du projet Picarec. Thierry, là, merci, super, au premier rang. Si tu veux bien nous présenter le projet qui a été porté par la FICT, donc la fédération. Et il y avait beaucoup de monde autour de la table pendant ce projet, c'était vraiment très bien. Oui, bonjour, merci. Merci de me proposer de venir présenter Picarec. En fait, on a fait un appel aux entreprises et on a eu 5 entreprises qui très rapidement se sont portées volontaires pour participer à cette opération. Donc, on a donc une collaboration entre ces entreprises, Fleury Michon, Erta, Monique Ranou, Maison Prunier et Brocéliande, qui sont toutes adhérentes à la FICT et qui ont contribué. Alors c'est assez remarquable parce que ce sont des sujets qui pourraient être des sujets concurrentiels.
avec un travail chacun dans son coin. Et là, pas du tout, elles ont tout à fait joué le jeu et je les en remercie. Et on a essayé tous de travailler ensemble et ça s'est plutôt bien passé. La profession, puisqu'on travaille au bénéfice de la profession et pas uniquement de ces 5 entreprises. Ces 5 entreprises vont bénéficier, bien entendu, des résultats immédiats de cette étude, mais les autres, on va faire en sorte qu'elles soient également tenues au courant de manière à pouvoir étendre ces résultats à l'ensemble de la profession. C'est à peu près 300 entreprises. Alors, la charcuterie en France, c'est essentiellement des PME, à peu près 90% en nombre, et puis une dizaine de pourcents d'entreprises de taille moyenne, voire de grosses entreprises, pour un chiffre d'affaires de 6,7 milliards. Par contre, au niveau emballage, ça représente quand même 57 000 tonnes par an, dont 36 000 tonnes de plastique. C'est aussi important de pouvoir massifier les données pour pouvoir, je dirais, avoir un impact significatif. Sachez que quand vous achetez un paquet de jambon, vous avez, en plus des 160 grammes de jambon, si vous achetez 4 tranches qui vous sont promis, vous avez à peu près 5 à 7% d'emballage. Et c'est 5 à 7% d'emballage qui vont nous intéresser plus particulièrement. Les objectifs techniques de l'étude, c'était à la fois de lever un certain nombre de points qui avaient été mis en évidence par l'étude précédente dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'en fait, comment développer à la fois des films inférieurs, donc massification, c'est-à-dire que ce qui avait été fait avant, c'était plutôt de titre expérimental, et nous, ce que nous voulions, c'était développer au niveau industriel des barquettes monomatériaux. Et puis, la barquette, c'est bien, mais un emballage, en tout cas dans les charcuteries, la plupart des charcuteries, est constitué de 2 parties, une barquette et un opercule. Et il nous fallait également trouver un film supérieur qui réponde aux attentes des entreprises. Et ces attentes, elles sont multiples. On a été assez frappé par la multiplicité des fonctions que l'on demande à un emballage. Il fallait toutes les remplir pour pouvoir être acceptable et que ce soit des solutions pour l'avenir. En plus, il fallait soit que le percule soit valorisable, recyclable, soit au minimum qu'il ne perturbe pas la recyclabilité de la barquette, puisqu'il était difficile de compliquer le geste de tri en demandant aux consommateurs systématiquement de séparer l'un et l'autre et de manière à faciliter le fonctionnement des sites de tri. On a travaillé en 5 étapes. Tout d'abord, comme c'est un projet collectif, il a fallu qu'on fasse une évaluation de l'existant pour savoir à peu près quelles étaient les quantités d'emballage. Et là, on s'est rendu compte... Oui, ça marche. On s'est rendu compte de la grande diversité des produits, des emballages. Il y avait encore une bonne moitié des emballages qui étaient des emballages dans lesquels il y avait du PVC, souvent PVC PE. On verra tout à l'heure que c'est dans un de nos objectifs de maîtriser ce paramètre. En fait, dans un barquette de jambon, par exemple, c'est à peu près 50% des cas est en PVC et 50% des autres cas, c'était en PET, PE. Toujours, je dirais, en... Ah, il y en a un deuxième. Non, c'est bon. Merci. Ouais. Donc, et ça, on va trouver à peu près la même chose dans les emballages de pâté, les emballages de lardons, et surtout au niveau des opercules également, une grande diversité des emballages et une caractéristique commune de l'ensemble des opercules qui sont des emballages multicouches, ce qui ne facilite pas, bien entendu, leur valorisation, leur recyclabilité, ni même leur tri. Ensuite, on a mené une fois qu'on a caractérisé le gisement, on a essayé de trouver des solutions d'emballage à étudier, tout en sachant qu'il fallait qu'ils réunissent un certain nombre de conditions. Et on a fait appel à des entreprises avec lesquelles les entreprises du projet avaient l'habitude de travailler. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ce soit les entreprises qui aient l'habitude de travailler avec les industries alimentaires, en particulier les spécificités liées au contact alimentaire. Et puis il fallait être capable, puisqu'on veut massifier, il fallait être capable au moins à terme d'avoir des volumes, des quantités suffisantes pour pouvoir couvrir le marché. Voilà. Donc on a... non, attendez,
Donc on a fait appel à des fournisseurs qui ont gentiment mis à disposition à la fois des barquettes et à la fois, enfin, des matériels pour faire des barquettes et des matériels pour faire des opercules. Et donc on a couplé 5 films inférieurs mono à PET de fournisseurs différents ou de caractéristiques différentes, avec des films complexes et un film monomatériaux à PET avec juste une couche d'alox pour assurer la scellabilité. Et donc on a mené des études d'abord en laboratoire, puisqu'on a couplé tous ces films avec tous ces opercules. Et en laboratoire, on a fait un premier test qui a permis de déterminer si c'était compatible, si ça collait ensemble, si ça se décollait, et si ça se décollait relativement facilement. Je vous rappelle qu'un emballage chez nous, il doit être étanche, il doit être étanche systématiquement. Mais il y a un moment où il faudra l'ouvrir, et cette qualité devient un handicap, puisqu'il faut que ça s'ouvre, et que ça s'ouvre de manière agréable pour le consommateur, qui n'a pas juré en essayant d'ouvrir une barquette de jambon ou un pot de yaourt. Voilà. Donc on s'est rendu compte que donc on a sélectionné un certain nombre de solutions qui avaient 3 caractéristiques: une bonne machinabilité, c'est-à-dire qu'elles avaient des caractéristiques de pouvoir être bien travaillées, et puis il faut aussi que, au moins dans un premier temps, les solutions que l'on apporte puissent s'intégrer dans le matériel existant. C'est-à-dire qu'à terme, il aurait pu y avoir des investissements à prévoir, mais dans un premier temps, il faut aussi que les entreprises puissent utiliser le matériel existant pour pouvoir continuer de travailler dans de bonnes conditions. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est effectivement des barquettes potentiellement recyclables, mais des opercules qui étaient soit des matériaux complexes, soit des matériaux qui risquent de perturber le recyclage. Donc en fait, à la suite de ce projet, on a, nous, au niveau collectif, au niveau d'une fédération professionnelle, un certain nombre d'objectifs. Bien évidemment, on garde toujours en ligne de mire cet objectif d'avoir des emballages totalement recyclables, mais c'est un objectif un peu à terme. Mais immédiatement, ce qu'on veut, c'est, dans un premier temps, faire passer le mot à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour la suppression du PVC, et puis de trouver, je dirais, des opercules qui permettent la valorisation de la barquette. Parce que, comme on l'a vu, comme tu nous l'as présenté, Sophie, tout à l'heure, si au niveau du tri, la barquette est mal orientée, il est important, ça n'ira pas à la valorisation, voire pire, si ça va dans le bon flux de valorisation, ça risque de perturber. Donc on est à la recherche aujourd'hui d'opercules qui ont une densité qui permettra la séparation, après que ça soit déchiqueté, des barquettes en APET avec l'opercule pour pouvoir, par flottabilité, séparer les deux flux et arriver à avoir une bonne valorisation des barquettes. Merci de votre attention. Merci beaucoup Thierry pour l'explication pour ce projet qui était vraiment un projet ambitieux, parce que vous l'avez vu, il rassemblait beaucoup de monde et c'est super d'avoir des fédérations qui s'engagent comme ça pour faire travailler du monde collectivement. Tu l'as dit Thierry, l'enjeu c'est d'avoir une imperméabilité pour protéger le produit, parce qu'un emballage ça vit pas seul, ça a une fonction et souvent sa première fonction c'est de protéger son produit. Il est vraiment là pour assurer une certaine durée de vie. Donc l'enjeu de scellabilité, un terme très technique du secteur, est clé, donc pour avoir la perméabilité d'une part, mais derrière la pelabilité pour le consommateur et une action, enfin un moment de consommation sympathique. L'autre projet, le projet suivant, du coup porté par Delta International Corporation. Donc cette fois, c'était plus un projet vraiment sur l'enjeu justement de soudure, comment réussir à souder ensemble 2 films en PET. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en technique emballage, souder ensemble 2 PET, c'est compliqué, et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on rajoute une couche de PE pour ajouter ce côté autocollant, quoi, quelque part, donc pour faire cette scellabilité. Donc là, cette fois, j'invite Clément Fourmeau de la société DIC pour nous présenter son projet. Merci, bonjour à tous. Donc, je représente le groupe Delta. Je suis un petit peu le deuxième petit poucet du jour avec Somapro, puisqu'on est un groupe familial. Alors, voilà.
Un groupe industriel implanté à La Ferté-Bernard depuis 1986. On a 170 employés, 2 sites, un à La Ferté-Bernard donc, et un en Roumanie. Et on a des activités assez hétéroclites. On travaille dans le milieu du packaging que depuis 5 ans. L'activité historique du groupe, c'est le travail du fil et des bandes métalliques. On fait également du micro-perçage, de la dentelle numérique, et donc voilà, du packaging tout souple depuis 5 ans. Alors c'est ce mélange de différentes compétences et de différentes activités qui génère de l'innovation au sein de l'entreprise, parce que des métiers différents cohabitent et donc des solutions innovantes émergent. Et c'est comme ça que le projet de soudure de film PET est né. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de difficultés à sceller des films monomatériaux entre eux et qu'on avait peut-être des moyens en interne de réaliser ces soudures-là. Donc le projet s'appuie sur un procédé innovant qu'on a développé, sur lequel il y a eu 2 brevets de déposés. Alors il est innovant dans le sens où c'est un procédé thermique et digital, donc qui permet de maîtriser très très finement l'énergie restituée au film, pour aboutir à une soudure convenable. Donc c'est un projet qui est un peu atypique par rapport à ce qui est présenté ici, parce qu'on est vraiment sur de la R&D assez en amont de phase industrielle, puisque c'était vraiment une phase de faisabilité, de levée de risque pour savoir si voilà, le ressenti ou les preuves de concept qu'on avait commencé à développer allaient pouvoir permettre d'aboutir à des soudures correctes, répondant aux attentes des différents industriels. Donc l'objectif donc, du projet, c'était voilà, essayer de valider les hypothèses et aboutir à terme, à long terme, à la fabrication d'emballages 100% mono-PET sans ajout de couches scellantes. Donc les premiers essais qui ont été réalisés sur notre première preuve de concept et puis après sur un démonstrateur qu'on a développé au cours du projet montrent qu'on arrive à obtenir sur des films absolument non traités 100% PET, sur des barquettes également 100% PET, on arrive à avoir une soudure correcte, j'entends par soudure correcte, une perméabilité égale à celle du film seul, et une soudure donc, forte, c'est-à-dire résistant à un certain niveau de traction. Le seul point sur lequel on a bloqué, et vous en doutez, c'est la pelabilité. Alors, c'est sur ces sujets-là où je rejoins les différents intervenants qui ont pu s'exprimer avant moi. C'est qu'à partir du moment où on sort des habitudes de complexes ou de solutions qui ont été développées pour des films complexes, je reprends par exemple la pose du bouchon ou la pelabilité. Toutes ces fonctionnalités, elles répondent à des problématiques et elles sont difficilement transposables dans le monomatériau. Donc voilà, l'idée et ce sur quoi on a un petit peu travaillé, mais ça reste un chapitre important à écrire, c'est quelles nouvelles solutions on peut essayer de trouver pour répondre à la notion d'ouverture facile. Sans que ça passe par de la pellibilité, puisqu'on sait qu'avec des produits monomatériaux, on n'y arrivera pas. Donc on a été un peu plus loin que la collecte de films existants sur le marché et puis les essais. On s'est associé avec un grand fabricant de films, Toray, pour ne pas les citer, pour essayer d'aller un peu plus loin dans les solutions qu'on pouvait proposer. Et donc on a retenu une solution, une structure. Alors on a décidé de proposer un complexe PET-PET avec un film traité à l'ox et un deuxième film PET complexé, ce qui permet notamment de pouvoir jouer sur des différences d'épaisseur. Donc on peut proposer une association en PET 12 avec un PET 50 ou 70, ou un PET 12 avec un PET 12, si on veut juste faire une operculage. Ça peut permettre d'avoir des solutions d'impression. Voilà, donc on est parti sur ce choix-là. Alors malheureusement, c'est en cours. Tout ce que je vous dis là, on n'a pas non plus terminé complètement, puisque là, les bobines de film sont en train d'être complexées, et donc j'ai pas pu vous ramener de maquette. L'avantage principal de notre procédé, donc je l'ai dit, c'est qu'il est digital et que sur ce
type de produit, on arrive à avoir des coûts peu chers, puisque comment dirais-je, les films utilisés sont des films produits en grande quantité. Alors malgré le surcoût que le traitement Alox peut apporter, on arrive à rester compétitif par rapport aux solutions actuelles en PET-PE, même si on est... Et par contre, quand on fait des petits benchmarks avec les solutions PET scellant, là on est drastiquement moins cher, puisque ça peut aller jusqu'à 30 à 40%. Alors sachant que voilà, l'étude de coût qu'on a fait se base sur un traitement Alox haut de gamme, donc on peut aussi optimiser les coûts en essayant d'optimiser le niveau d'attente, le niveau de barrière qu'on attend. Par exemple, si je parle de la barrière, souvent on prend ceinture bretelle et on prend un très très haut niveau de barrière, alors que dans certaines applications, un niveau un peu inférieur pourrait suffire, et dans ces cas-là, ça a un impact sur le coût évidemment. Donc pour nous, le projet continue, vous l'avez compris, avec déjà la fin des essais et la réalisation de maquettes. Donc le procédé aujourd'hui, il a une phase de maturation suffisante pour qu'on parte sur une miniaturisation et une industrialisation. Et on envisage une commercialisation. Alors on est optimiste, on se dit on vise la fin de l'année 2019. Alors voilà, je rejoins aussi ce qui a été dit un petit peu avant. Vous l'avez compris, on n'est pas une entreprise spécialisée dans l'emballage. Et donc, on travaille beaucoup avec des partenaires industriels qui, eux, sont spécialistes, qui ont des besoins à exprimer. Et pour le développement de ce type de projet, on recherche des personnels, enfin des gens qui sont intéressés pour nous donner leur avis, leurs besoins sur ces technologies un peu disruptives de scellage de films monomatériaux. Voilà, donc l'appel est ouvert si vous voulez. Après, voilà, je vais terminer. Merci beaucoup Clément, bravo pour ce projet.